Bienvenue au Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre de Fierté littéraire. Alors, on est ici à la Comédie de Montréal depuis une bonne heure maintenant. Ça va vraiment bien, c'est le fun. En fait, depuis plus longtemps que ça fait 1h30 qu'on est là. Alors, venez nous rejoindre. On est en direct. On est là jusqu'à 17h ce soir, puis on sera là demain aussi. Et venez encourager nos auteurs, nos autrices, nos autrices. Ils ont besoin de vous revoir, les lecteurs, lectrices, lectrices, c'est le temps, là. Alors, je vous remercie tout le monde d'être là. Et c'est le moment de rencontrer notre première invitée d'honneur aujourd'hui. Et je vous présente donc Kama Lamaquerelle. Alors, je me suis vraiment pas forcé. J'ai dit à Kama, peux-tu m'envoyer ta bio? Comme ça, je ne me tromperai pas. Artiste, non, je pense que je ne me tromperai pas pareil parce que je connais bien son œuvre, mais quand même, artiste pluridisciplinaire, Kama est également éducatrice, auteuriste, médiatrice culturelle et traductrice littéraire mauricienne qui vit au Canada. Sa pratique est ancrée sur les notions de justice, de bienveillance, d'amour, de décolonialité, d'hybridité, de cosmopolitisme, de guérison ancestrale, d'empowerment individuel et collectif. Son recueil de poésie Hommes-Femmes de Métonymie Press, on l'a ici présentement, fut nommé un CBC Best Poetry Book, c'est quand même pas rien, un Globe and Mail Best Debut, et il était finaliste pour le QWF Concordia University First Book Award et le Writers Trust Fund of Canada Dwayne Ogilvie Prize. Bravo, bravo, bravo. La revue World Literature Today a décrit Hommes-Femmes comme un jalon historique dans la littérature mauricienne. Kama fait aussi de la traduction française. Il a fait la traduction de Femmes magnifiques et dangereuses de Kay Cheng Thom, qui est aussi disponible ici et que je vous invite à lire parce que je l'ai terminé hier, j'ai adoré. Et puis, on a pu apprécier son talent lors du Momenta Biennale de l'image et lors d'une performance au Musée des beaux-arts de Montréal. Moi, j'ai vu le Momenta Biennale dans le cadre de la Biennale d'art contemporain à Flux, qui mettait en valeur les talents d'artistes afro-descendants. En 2021, Kama a reçu le prix Joseph S. Stafford du Conseil des arts du Canada pour les artistes émergents-émergentes à mi-carrière en art visuel. Wow! Puis tout jeune à part ça, toute une feuille de route. Bonjour, Kama. Allô. Bienvenue à notre premier salon du livre de Fierté littéraire. Merci. On est bien content de te recevoir. On est en train de faire l'histoire. C'est le premier salon du livre littéraire queer. Oui, oui, oui. Ah oui, on aime ça. On aime ça. C'est un mot qu'on aime, qui englobe tout le monde. Nous, on dit de la diversité des orientations sexuelles, des affirmations de genre pour englober tout le monde, mais je pense que le mot queer devrait envelopper tout le monde aussi, c'est vrai. Parle-nous un peu de ton origine. Tu viens de l'île Maurice, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Il est certainement dans Hommes-Femmes omniprésent, cet endroit du monde. Puis on l'a vu aussi à l'exposition de la Biennale Momenta. Alors, pourquoi c'est important? C'est quoi l'importance dans ton œuvre? Je pense que c'est un peu la relation à l'histoire et la relation à l'origine. C'est souvent on dit cette espèce de truc que ton premier livre sera toujours très biographique ou autobiographique dans ce sens-là. Mais je pense que j'ai une trajectoire de personne immigrée qui a quitté l'île Maurice. Et quelque part, je pense que ma pratique artistique, c'est un peu mon retour à l'île natale. C'est un peu le retour, ce qui me permet de rester connecté au pays natal, à l'île. Et je m'intéresse beaucoup à l'ancestralité, à la guérison ancestrale. Et individuellement, tout juste en tant qu'humain, même pas en tant qu'artiste, mais pour moi, en tant qu'humain, cette notion de guérison ancestrale ne peut que s'articuler en lien avec l'île Maurice, en lien aussi avec le continent africain et l'Asie du Sud, qui sont les origines de ma famille, qui sont arrivés sur l'île pour travailler sur les plantations. Donc moi, je suis genre 3-4 générations plus tard. Et donc, ce qui fait que ce lien, pour moi, reste très, très fort, parce que humainement, rien que, indépendamment de mon art, je pense que humainement, je suis dans cette quête ancestrale. Je n'ai même pas connu mes grands-parents, moi. Donc j'ai un peu cette obsession avec la lignée, avec l'histoire familiale, mais aussi l'histoire de l'île.
parce qu'il y a toujours cette relation entre le personnel et le politique, dans ce sens-là. Donc, pour pouvoir comprendre ma propre histoire, mon propre récit, il me faut approfondir ma relation avec l'histoire de l'île Maurice, qui est aussi l'histoire coloniale, l'histoire esclavagiste, l'histoire de travailleurs engagés, etc. Donc voilà pourquoi je suis dedans. Et puis, même si je vis à Montréal, mon petit cœur reste quand même mauricien. C'est intéressant, tu parles de guérir, de guérison. Est-ce que une personne comme toi souffre toujours, même si ça fait un bout, même si ce sont tes ancêtres ou les personnes qui sont devant toi, qui ont été quand même, est-ce qu'on peut dire, victimes là, d'esclavagisme? Ouais. Je ne sais pas si je me servirais nécessairement du mot souffrance, ou peut-être que je le développerai. Je pense qu'il y a un deuil, déjà. Pour moi, il y a une forme de deuil par rapport à l'identité, par rapport à la cohérence, en fait, de se comprendre. Je trouve qu'une des violences de l'histoire coloniale, c'est que pour beaucoup de peuples qui ont été colonisés, c'est que nos histoires, nos récits ont été fragmentés. Et cette fragmentation se passe de génération en génération. Je veux dire qu'on parle de traumatisme intergénérationnel, par exemple. La fragmentation forme partie de cela, dans le sens que le sens du soi, de qui on est. Je parle beaucoup de ma famille dans Homme-Femme, par exemple, et l'obsession, un peu le désir d'en faire un spectacle littéraire et un livre par la suite, c'est parce qu'il y a énormément de silence dans ma famille, en fait, parce qu'il y a énormément de traumatisme. Donc, comme je le disais, j'ai même pas connu mes grands-parents, et quand j'essayais d'avoir cette notion d'histoire, en fait, il y a tellement de choses qui sont tabous, qui sont cachées, qui sont rendues silencieuses, et je pense que ce silence et cette fragmentation de qui on est se transmet de génération en génération, absolument. Et je pense qu'à un certain moment, pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mon rôle en tant qu'artiste. Pour moi, quelque part, l'appel de devenir artiste, c'était de pouvoir repartir dans cette histoire, de pouvoir m'inspirer des fragments que j'ai, et de les activer à travers mon imagination. Donc, pour moi, c'est une connexion avec le passé, de m'inspirer du peu que j'ai, mais je trouve que l'exercice de l'imagination nous permet d'offrir quelque chose aux futures générations, nous permet d'offrir quelque chose pour l'avenir. Donc c'est de la souffrance, c'est de la colère, c'est du silence, c'est du deuil. C'est pas uniquement de la souffrance, mais je pense que c'est beaucoup de choses qui se transmettent d'une génération à une autre. Mais je pense aussi qu'on a le pouvoir de guérir cela. C'était pas prévu comme ça, mais j'ai lu dans Homme-Femme, je vois que tu t'adresses quand même à ton père, à ta mère, et c'est une chose de le faire en parole, mais là, est-ce qu'ils l'ont vu par écrit et quelle a été la réaction? Oui, mes parents ont lu le livre. C'est intéressant parce que tu sais, je me suis jamais assise en me disant « Ok, je vais écrire un livre ». L'histoire, là, derrière Homme-Femme, en fait, c'était des textes que j'avais écrits pour la scène. C'était des textes de spoken word que j'avais écrits séparément avant que ça devienne un recueil. Donc, je me suis jamais assise en me disant « Voilà l'histoire que j'ai envie d'écrire ». C'est tout juste qu'au cours de 5 ans, j'écrivais des textes de spoken word et après 5 ans, j'étais du genre... Je crois que en plus, je l'ai développé d'abord comme un manuscrit pour la scène et par la suite, c'est devenu un livre. Ce qui fait que le processus, la discussion, en même temps que j'écrivais ces textes au cours de 5 ans, j'étais quand même dans un processus avec ma famille, surtout avec mes parents. On a une relation complexe, comme beaucoup de personnes, surtout beaucoup de personnes des communautés LGBTQ+, qui ont des relations complexes avec leurs parents et leur famille. Donc, ce qui fait que pendant l'écriture de cela, j'étais quand même en conversation avec mes parents. On avait une relation qui était très tendue et on essayait de travailler à travers, de trouver un espace pour pouvoir se parler, pour pouvoir communiquer. Quand le livre est sorti, j'ai eu une conversation avec mes parents quand même avant de leur envoyer le livre par la poste. Parce que surtout ce que je voulais pour moi leur dire, pour moi c'était important d'honorer les complexités de qui on est. C'est pas un récit en noir et blanc. Et pour moi, c'est un peu ça ma relation avec mes parents. Je dis pas que c'était des mauvais parents. Je pense qu'ils ont fait des trucs
que je ne ferais pas comme parent, moi. Je me pose des questions par rapport à ce que mes parents ont fait, mais en même temps, je comprends le contexte dans lequel mes parents opéraient dans les années 80-90, sortant des plantations de canne spécifiquement, et comment est-ce que cette histoire coloniale les a influencés, et comment est-ce qu'eux, ils sont devenus parents. Donc, ce que je voulais vraiment faire, et la conversation que j'ai eue avec mes parents, c'était vraiment ça, c'était de leur dire, il y a la complexité dedans. Je pense que vous avez essayé très fort de m'aimer, et vous avez échoué à plusieurs reprises, et c'est tout à fait correct. Et je pense que quelque part, ce texte, pour moi, c'est un peu la lettre d'amour qui dit, ben, voilà d'autres manières où on peut s'aimer, voilà d'autres langages, d'autres poétiques pour exprimer cet amour. Et aussi, je dédie le livre à mes deux grands-mères, que je n'ai même pas connues, mais pour moi, c'est un peu la lignée féminine dans laquelle j'ai écrit ce livre. Et je leur ai aussi dit ça parce qu'ils ne le savaient pas. Donc, quand le livre est sorti, je suis genre, je mets le livre à la poste pour vous. C'est dédié à vos mères. C'est quand même dédié à la mère de mon père et de ma mère. Donc, il faut dire, bon, il est écrit en anglais ce livre-là, mais je lis très bien l'anglais, j'ai beaucoup aimé. C'est très touchant, effectivement. Il y a beaucoup d'amour dans le texte, dans tout ce que quand tu parles à ton père ou à ta mère, parce que tu leur parles directement aussi dans ton texte, on voit quand même qu'on connaît, on ressent la blessure, mais on ressent en même temps l'amour qui vient avec ça. Ouais. Mais justement, la complexité, parce que je ne suis pas sûr que j'ai compris ça comme il le faut, mais je pense que tu as fait un coming out à tes parents dans ce processus-là. Est-ce que je peux le dire? Tu te définis comme une personne non-binaire, c'est ça? Je dirais tout juste transgenre. Ben, c'est intéressant parce que Homme-Femme, le titre du livre étant en créole, étant homme-femme, et quelque part homme-femme. Et il n'y a pas vraiment un équivalent de ce que homme-femme veut dire, que ce soit en anglais ou en français. Et pour moi, c'était important d'honorer cette manière ancestrale d'exister dans le genre. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de homme-femme que je raconte dedans. C'est un terme que ma mère me donne, en fait, quand je fais mon coming out à ma mère. Elle était incapable de comprendre la LGBTQ, trans. Elle était incapable de comprendre jusqu'à ce qu'à un moment, c'est elle qui m'offre le terme homme-femme, où elle était genre, ah, mais tu veux dire que t'es homme-femme. C'était le seul moyen pour elle de comprendre qui j'étais, et je voulais vraiment honorer cela. Je sais que le mot ne se traduit pas, mais juste pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, homme-femme? Ben, en fait, c'est vraiment... ça veut dire homme et femme. Homme et femme, dans ce sens-là, oui. Mais dans donc l'esprit masculin et l'esprit féminin dans une personne, dans un contexte mauricien, on se sert de homme-femme ou de femme-homme. Donc, moi, en tant que personne qui a été assignée garçon à la naissance. C'est intéressant parce que dans un contexte mauricien aussi, ici, il y a des différences, d'un point de vue occidental, il y a des différences très claires entre voilà c'est quoi le genre et voilà c'est quoi la sexualité, par exemple. Il y a cette séparation. Mais on n'a pas vraiment ça dans un contexte mauricien. Donc, homme-femme ne veut pas uniquement dire transgenre dans un contexte mauricien, ça veut aussi dire gay, genre homme et féminé. Mais la ligne de cette relation à la féminité est beaucoup plus fluide et flexible que la manière dont on le comprend ici. Alors, moi, j'ai aussi suivi ta présentation au Momentum Biennale, et tu nous as parlé beaucoup de l'importance, je vais essayer de le citer parce que c'est dans ton livre, My body is my home, mon corps est l'océan. L'écorce, c'est Enzil, je l'ai bien dit? Oui. Alors, j'aimerais ça que tu me dises un peu ta relation, parce que la relation avec le corps est très importante pour toi. La relation avec le corps et aussi la relation au territoire, l'île et aux océans. Pour moi, il y a une force entre le corps et l'océan et l'île. Je pense que fondamentalement, en tant qu'artiste, je crée de mon corps beaucoup. Je veux dire, même que ce soit, je fais de la performance déjà, mais même dans l'écriture ou dans l'art visuel, pour moi, le ressenti est vraiment très... c'est une présence dans le corps d'abord. Et je m'intéresse beaucoup à la mémoire qui vit dans le corps, en fait. C'est quoi le passé, c'est quoi le passé ancestral qui vit dans notre ADN, qui vit dans notre corps? Ça veut dire quoi quand nos corps sont hantés de génération en génération? Souvent, on oublie, souvent c'est du genre, ah, mais j'ai cette douleur, mais
pour moi, dans mon approfondissement spirituel, c'est là que j'ai compris, mais en fait, c'est des petites histoires comme ça. Ma grand-mère avait la même douleur et moi, je porte ça dans mon corps. Sauf que si j'avais pas fait cette recherche, j'aurais jamais su que c'était ça. Donc, c'est pas tout juste que, je sais pas pourquoi j'ai toujours mal à mon dos. Donc, il y a cette partie dans le corps. Je pense qu'il y a beaucoup qui s'exprime à travers le corps. Ensuite, il y a toujours, pour moi, la relation entre le corps, mon corps à moi. Et pour moi, le corps est aussi un espace spirituel, en fait. C'est tout juste un espace spirituel que j'habite maintenant dans cette vie. Et je réfléchis beaucoup à cette relation ensuite à ce que j'appelle le corps de l'île dans ma pratique, que j'explore aussi dans la poésie de hommes-femmes. Et c'est quoi la relation entre le corps, spécifiquement en tant que personne transgenre, en tant que personne homme-femme, et le corps de l'île, et c'est quoi l'espace spirituel qui existe entre les deux. Donc c'est un peu, je dirais que ces entre-espaces, tout comme hommes-femmes, j'aime bien le tirer entre hommes et femmes. C'est vraiment l'espace du milieu, l'espace hybride que je trouve très riche, en fait, comme un espace décolonial, artistique, poétique à explorer. Et donc, il y a cette relation entre le corps et les territoires aussi, où je me dis, mais c'est quoi cet espace qui existe au milieu et qu'est-ce que ça peut offrir comme imaginaire et comme possibilité? Alors, on l'a mentionné, tu écris de la poésie et tu t'exprimes par l'art visuel, par la performance aussi. Mm-hmm. Alors, je sais que c'est une longue question à répondre, mais quand même, je vais te la poser. Qu'est-ce qu'un te permet de faire que l'autre ne te permet pas de faire? Ou en fait, qu'est-ce que ça te permet d'exprimer que tu ne pourrais pas faire uniquement par les mots? Je pense que ça offre déjà ces différents points d'entrée, en fait, ces différentes expériences, pour moi en tant qu'artiste, mais aussi pour les personnes qui finissent par interagir avec mon art, dans le sens que c'est pas tout le monde qui veut lire un livre. Je pense que c'est tout à fait correct, mais il y a d'autres personnes où visuellement la démarche leur parle plus parce que c'est une exposition, c'est une vidéo, peu importe, ou la performance, disons. Donc il y a ça. Mais je pense que forcément chacune m'offre chaque pratique m'offre un accès différent, une expression différente, mais j'essaie quand même de créer des espaces hybrides entre les pratiques. Donc, un exemple étant Hommes-Femmes, le recueil, le livre, quand en fait, au début, je l'ai développé comme un manuscrit pour la scène. Et la question que je me posais quand j'avais ce manuscrit, c'était à quoi ressemble la poésie si la poésie peut bouger à travers le corps et si la poésie peut bouger à travers l'espace. C'était vraiment ça ce qui m'intéressait, spécifiquement dans une perspective de poétique décoloniale. Donc, même si la performance finale, c'est le corps qui bouge dans l'espace, le corps est en lien avec la poésie. Et avec le livre, quand il m'a fallu... quand j'ai signé mon contrat d'édition, donc là, j'avais ce manuscrit qui allait devenir un livre, je me suis posé la même question. Je me suis dit, à quoi ressemble le corps du texte ? Si le corps du texte peut performer sur la page, tout comme le corps de la performance performe dans l'espace. Donc, voilà pourquoi, en fait, les mots sont placés de manière très intentionnelle dans le livre. J'ai oublié d'apporter ma copie qui est derrière la scène. Mais justement, c'est vraiment intéressant quand on le lit, puis on comprend où tu vas aussi, tu nous amènes. Il y a un moment donné où on voit qu'on se sent réduit dans l'espace du texte. Je venais de comprendre ce que tu faisais. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, mais je pense qu'il y a des liens entre toutes ces formes. Tu sais, notre imaginaire ne fonctionne pas uniquement à travers une forme. Je veux dire, même l'écriture, c'est un peu c'est l'exercice de l'imagination. On sent, on respire, on goûte, on touche. Tu sais, il y a quand même tous les aspects de comment est-ce qu'on interagit avec une expérience. Donc, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie de travailler dans toutes ces formes. Tu sais, j'ai surtout envie de savoir comment est-ce qu'on peut créer des univers. Tu sais, comment est-ce que même moi, en tant qu'artiste, comment est-ce que je peux me challenger, comment est-ce que je peux voir différemment. Quand je dis que j'ai envie d'explorer une poétique décoloniale et que je fais à travers le texte, qu'est-ce qui se perd dans ce processus et qu'est-ce que je peux gagner quand je décide de le faire à travers une installation ou à travers la vidéo. Donc, je dirais que j'ai une grosse curiosité en moi. Écoute, je me rends compte que le temps passe, mais on n'a toujours pas mentionné la traduction que tu as faite de ce livre fabuleux, Femme magnifique et dangereuse. Mm-hmm. Je vais te laisser de nous dire pourquoi
Pourquoi tu t'es intéressé à ce livre-là et tu l'as traduit? Absolument. C'est un roman de Kai Cheng Tom qui a été publié maintenant en 2017, je pense, en anglais chez Metonymy Press, qui est une maison anglophone queer, maison d'édition basée ici à Montréal. C'est un roman fantastique d'une jeune fille de parents immigrés chinois qui se sauve de la ville où elle vit, de la maison où elle est enfermée dans cette ville qui s'appelle La Morose, où il pleut tout le temps et il fait toujours gris. Et elle se sauve et elle arrive dans la ville de cendres et de lumière, où là, il y a la rue magique qui s'appelle la rue des miracles, où il fait toujours nuit. Et là, c'est la rue où se trouvent toutes les filles trans, en fait. C'est la rue où les gens de la ville viennent pour faire le party, mais pour les filles trans, c'est là où elles travaillent et gagnent leur vie, jusqu'à ce qu'on retrouve une des filles qui a été assassinée. La mythologie derrière, c'est qu'une femme trans s'était fait assassiner, tuer, et personne n'a rien fait pour la défendre, et c'est son sang, en fait, qui cause la nuit perpétuelle, et qui appelle les filles trans à cette rue. Je voulais beaucoup le traduire parce que c'est un roman que j'aime beaucoup, c'est un roman qui a quand même a laissé une grosse marque dans le monde de la littérature queer, trans, anglophone, je veux dire, au Canada, à travers l'Amérique du Nord. Emma Watson l'avait choisi pour son Feminist Book Club. Ça a quand même beaucoup bougé. Ça a été écrit à Montréal, parce que Kai Cheng Tom vivait à Montréal à l'époque. Et je voulais ramener cette voix dans le contexte littéraire francophone. Je pense que c'était important qu'une personne ramène cette voix. D'une manière générale, il y a une émergence de littérature queer et trans, je dirais, au Québec, qui est francophone, qui est génial, mais je trouve quand même que ça reste quand même des récits très blancs, très dans un contexte québécois. Je suis genre, elle est où cette voix d'immigré, tu sais, et la manière dont même l'autrice Kai Cheng en parle en tant que femme racisée, elle dit toujours, mais comment est-ce qu'on peut écrire un récit de danger? Parce que souvent, nos récits doivent être des récits sécuritaires pour les autres. Donc, je voulais ramener ce danger et tout ce monde fantastique dans un contexte francophone. Donc, voilà pourquoi je l'ai traduit. Et c'est une excellente idée, parce qu'on manque beaucoup de ces voix. Et en fait, ça m'amène aussi à te poser la question. Ton livre « Hommes-femmes » a été écrit en anglais. Mm-hmm. Est-ce qu'un jour, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, tu vas le traduire? Oui, c'est un processus. Ça s'en vient probablement pour 2023, je ne vais pas en dire plus, mais non, je suis en train de... je ne l'appelle même pas une traduction, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment une réadaptation, une réécriture. Je suis en plein dedans en ce moment, en fait. Je suis en train de retravailler le texte, et le rêve, vraiment, le projet pour moi, c'est d'avoir à la fois un texte et un spectacle littéraire, oui, en anglais, ensuite un autre en français, ensuite un autre en créole, et de voir avec le corpus, tout le corpus, à quoi ressemble cette poétique queer décoloniale qui s'articule à travers 3 langues, mais aussi différentes formes différentes formes littéraires, que ce soit la performance littéraire ou le texte littéraire. Donc il y a un recueil qui s'en vient en français. Je suis très heureux de l'entendre. En fait, ça m'amène à te poser cette question, je trouve importante, parce que tu es quand même chanceuse, tu peux écrire dans plusieurs langues, le français, l'anglais et le créole mauricien. J'ai vu dans tes performances les 3 langues. Je comprends les 2 premières, la 3e, non, mais je me fiais au contexte et à l'émotion que tu nous transmets. Est-ce que... Il nous reste 1 minute. Je vais pour t'amener là-dessus, mais rapidement, qu'est-ce qu'une langue te permet de faire qu'une autre langue ne te permet pas de faire? J'ai un peu l'impression que je suis une différente personne dans chaque langue. C'est vrai, mon body language est différent si je parle en français, en anglais ou en créole, par exemple. Donc, j'ai l'impression que je suis un peu une différente personne dans chacune de ces langues. Mais ce qui m'intéresse surtout, la raison pour laquelle j'aime travailler avec et entre les 3 langues, c'est que ça me permet aussi de décentrer la langue dominante, dans le sens, surtout dans un contexte québécois où tout le nationalisme québécois est lié à la langue française. Si je travaille en anglais, ça devient un peu plus complexe, mais si je travaille en créole, ça. Donc, ça me permet de dire, non, là, tu vas tout juste te fier à l'émotion qui ressort du texte, même si tu ne le comprends pas, et je ne vais pas le traduire. Donc, c'est surtout cette partie qui m'intéresse. C'est tout le temps qu'on a. Kama, c'était vraiment merveilleux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Kama Lamacrelle. Alors, je vous invite à aller rencontrer Kama, qui va être à la table ici.
à la droite, à ma droite, mais qui est à votre gauche, pour des dédicaces. Et nous, on vous revient dans 5 minutes avec Yannick Villedieu.